Retour sur le plateau de Starmac pour notre débat du jour. L'art contemporain se fout-il de nous? À force d'être partout, des galeries branchées jusqu'au Louvre, la subversion artistique ne serait-elle plus nulle part? À force de néo-kitsch, les artistes les plus en vue ne seraient-ils pas devenus plus pompiers que pyromanes? Peut-on passer impunément de par ici les monnaies à par ici la monnaie, si Mèse m'était compté avec... Avec Sylvana Lorenz, responsable de la communication artistique à l'espace Pierre Cardin, ex-prof d'art plastique, artiste vous-même. Pour vous, les nouveaux artistes sont aussi légitimes que les anciens. À vos côtés, Didier Rickner, rédacteur en chef de la Tribune de l'Art, le regard du pro, le regard transversal, c'est ce qu'on va vous demander. De l'autre côté de la table, Alain Soral, essayiste intellectuel, ancien galeriste, entre autres. Pour vous, ces nouveaux artistes ne sont que des impostures. Diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, s'il vous plaît. Pardon. S'il vous plaît. J'avais dit entre autres, j'avais oublié peut-être cette mention-là. Et à vos côtés, Mazarine Pinjot, qui aime ses classiques mais s'interroge quant au moderne. Mes diplômes. Les diplômes, c'est trop long, chacun on n'a ressort pas son le CV. temps. Okay. Mais avant de laisser la parole à nos débatteurs, Pierre Pochard est allé refaire le portrait d'un certain art contemporain. Symétrie et sensibilité. On baigne du soir au matin dans la sensibilité. Beaucoup d'appels au standard pour demander si l'art contemporain c'est cynique. La réponse est petit A, qu'est-ce que c'est que cette question? Petit B, la provocation ne se nourrit pas forcément de cynisme. Reconnaissons quand même qu'émettre des réserves quant au bien fondé d'exposer par exemple Jeff Koons à Versailles, ça vous range rapidement dans les rangs des fâcheux et des réactionnaires. Et un réactionnaire, ça ressemble à peu près à ça. C'est une exposition sacrilège qui outrage les symboles de la République, son art et ses intérêts vitaux. Koons à Versailles, Jean Fabre au Louvre, Damien Hirst et son crâne incrusté de diamants pour une valeur de 74 millions d'euros, éléphant empaillé, cet art bénéficie à la fois du doute et d'un traitement de faveur. Sachez parfois vous dépouiller de certains de vos préjugés. Il faut que l'intelligence soit toujours vive et qu'elle accepte de réfléchir. Vous pouvez aimer, ne pas aimer, trouver cette œuvre, ce Spit Rocker, bien à sa place ici, ou trouver qu'il est incongru. Mais ça, là, on est dans le domaine du jugement critique, de la liberté du jugement critique. Mais ce n'est pas parce qu'on n'aime pas qu'il faut vouloir interdire ni perturber. Qu'est-ce que vous pensez de cette exposition que j'inaugure? Les nains de jardin? Oui. Vous ne trouvez pas un peu con tous ces petits gnomes barbus dans un musée national? Il y en a quand même certains qui sont assis sur des bancs, d'autres qui poussent des brouettes. Oui, vous avez raison, faut pas juger trop vite. Ça c'est beau, ça c'est pas beau, là on a pied, là on a pas pied, 16 millions d'euros pour le Balloon Flower, 10 millions d'euros l'animal mort accessoirisé façon tuning, la valeur sûre peut être une valeur surexposée et surdimensionnée. Installé dans les musées nationaux, tout ça devient accessible et surmédiatisé. Mais pour la plèbe, comme pour l'élite, ce qui se vulgarise ne devient pas forcément vulgaire. Alors, je vous demande simplement de me dire si c'était dans cette salle qu'étaient les Kandinsky. Vous me répondez franchement. On a été obligé de remplacer les Kandinsky pour exposer une série de braquemars et on n'en parle plus. Point barre, et moi je rentre chez moi. Madame. D'autant que je ne vous en voudrais pas parce que j'aime assez tous ces portraits. Alors, cette question de l'art contemporain agite la sphère médiatique. Et il y a deux questions assez distinctes, mais qui finissent par se rejoindre. D'abord, sur la valeur intrinsèque des artistes dont il vient d'être question et qui sont cités dans les articles. Et ensuite, sur cette sorte de privatisation des monuments nationaux et des musées nationaux au profit d'artistes privés dont la cote monte en fonction évidemment du lieu où ils sont exposés. Le château de Versailles, c'est quand même une excellente affaire pour un artiste d'y être exposé. Je vous propose qu'on commence par le deuxième point, c'est-à-dire ce mélange des genres qui devient presque un classique. Oui, c'est audacieux. Oui, je suis comme ça, moi, c'est mon côté art contemporain. Je commence par le deuxième point, c'est-à-dire cette privatisation d'espaces nationaux au profit d'artistes privés. Qui veut se lancer? Allez. Ce que j'ai constaté, puisque moi j'ai travaillé dans l'art contemporain à la fin des années 70, c'est qu'on était dans un art de l'idée déjà, et qui était de l'idée qui critiquait les valeurs, notamment de la société bourgeoise, l'histoire de l'art. Donc il y avait plutôt un combat contre la réaction. Aujourd'hui, on voit que l'art est complètement couplé au monde de la marchandise, aux multinationales, au sponsoring, et que ça devient l'alibi, le petit plus rigolo des multinationales, et ça s'est intégré dans le budget communication. Donc il y a vraiment une inversion totale de ce qu'était la fonction de l'avant-garde, en dehors même de ce qu'on peut dire sur l'avant-garde. Est-ce que ça vous choque, cette intrusion
Ça me choque pas, mais c'est très néolibéralisme globalisé, c'est très hyper classe. Enfin moi, je trouve que ça pue, quoi. Mais on est vraiment dans le monde de la marchandise, du people, du fashion, et puis de l'hyper classe mondialisée. C'est juste une technique marketing adaptée. C'est très gênant quand on va à Beaubourg de voir exposition sponsorisée. Et encore, quand c'était la dernière fois que j'y suis allé à Beaubourg, c'était encore la haute couture, je crois. C'était Berger. Pierre Berger, donc il y avait encore, on a commencé par faire le lien entre art et haute couture, et puis après on passe à art et électroménager, enfin, ça devient art et bagnole avec la Picasso, et c'est un vrai problème. Il n'est même plus question de critiquer l'avant-garde, mais c'est pas de l'avant-garde, c'est de la communication globale, quoi. Alors Sylvana Lorenz, c'est pas de l'avant-garde, c'est de la com. Pourquoi pas? La com, ça a toujours été mon affaire. Et ouvrir l'art à un plus large public, je ne vois pas où est le problème. Privatiser ou ne pas privatiser, après tout, à quoi sert un musée? Si ce n'est qu'à conserver des œuvres qui font partie de notre patrimoine, mais aussi en montrer d'autres qui sont celles de l'histoire de l'art en marche. Donc, si on ouvre au plus large public, qu'est-ce que vous pouvez dire contre, cher Non, c'est qu'il n'y a pas d'œuvre, c'est tout. Le problème de l'art, ça doit être fondé sur des œuvres. Là, le problème, c'est qu'on a fait disparaître les œuvres, quoi. Moi, je vois un homard. Je trouve que, c'est très décoratif. Après tout, l'art, c'est décoratif. Et je vois aussi une tête de mort. Après tout, c'est une vanité. Ça fait des siècles que les artistes font des vanités. Alain Soral, je ne vois vraiment pas où est le problème, là. Mais Sylvana Lorenz, il y a quand même un problème, c'est que ce n'est pas conçu comme un art décoratif. Yann Fabre au Louvre, c'est conçu comme un dialogue avec des maîtres anciens. Moi, personnellement, je n'ai pas vu le dialogue. Déjà, je conteste un peu la valeur de l'œuvre de Yann Fabre, mais c'est le deuxième point de notre débat. Mais je ne vois pas où est le dialogue. C'est une opération de com. Est-ce que le dialogue, de toute façon, est possible, justement, entre des œuvres de pour ça, c'est un problème de culture. Excusez-moi. Alors là, on va parler élite. C'est que si c'est de la déco, c'est trop cher. On va parler élite à ce moment-là. Un canapé, ça vaut pas ce prix-là. Le discours peut se faire sur plusieurs plans. D'abord, pour ceux qui n'ont pas la culture, et c'est la plupart des Français qui n'ont pas cette culture, parce que ça n'est pas enseigné à l'école. Bon, ils ne peuvent pas savoir ce qu'est l'art contemporain. Bon, ils vont s'arrêter au côté décoratif. C'est bien, c'est un bon début. Surtout ne pas les culpabiliser, ne pas leur dire que c'est pas ça l'art contemporain. Oui, c'est décoratif. Ensuite, ils vont certainement avoir envie d'aller plus loin, et là, ils vont lire. Et qu'est-ce qu'ils vont lire? Ils vont lire vraiment le discours qui se cache derrière l'art contemporain. Il y a quand même des grands penseurs. C'est pas l'art contemporain qui se cache derrière le discours, plus en plus, oui. Ah, pas du tout. Alors, pas du tout. Quand on connaît déjà Marcel Duchamp, il y a très peu de Français qui connaissent Marcel Duchamp. À partir de Marcel Duchamp, il y a eu ce discours il y a 100 ans. Oui, bien figurez-vous que... justement, le contemporain, c'est quoi, Didier Huntner? On parle d'art contemporain, là, on généralise beaucoup l'art contemporain, mais il y a d'avant-garde, d'ailleurs, là. Avant-garde, les artistes Non, on a pris quelques exemples précis. Oui, on a pris des exemples précis, donc on peut parler effectivement, par exemple, de Yann Fabre au Louvre, où je suis entièrement d'accord avec vous. Le problème de Yann Fabre au Louvre, c'est que les œuvres étaient déjà faites avant, c'est pas une exposition qu'il a faite pour répondre aux œuvres du Louvre, les œuvres existaient préalablement. Quand on allait voir l'exposition, c'était Yann Fabre se montre au Louvre. C'était tout à fait ça. Et empêche les visiteurs qui viennent voir les œuvres anciennes, qui ont le droit aussi, quand ils viennent au Louvre, de voir les œuvres anciennes, ils les empêchent de les voir en plaçant les œuvres en face. Alors après, on peut discuter de la valeur de Yann Fabre, mais il y a des choses de Yann Fabre que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime moins. Mais c'est vrai que c'est une mode actuellement de mettre l'art contemporain et l'art ancien. Des fois ça marche, des fois ça peut marcher. Il ne faut pas non plus couper complètement l'art contemporain de l'art ancien, parce que les artistes contemporains ont regardé l'art ancien. Donc ils peuvent se positionner par rapport à ça. Il ne faut pas qu'ils s'en servent. Il n'existe que contre l'art ancien. Pas tous. Alors attendez, on parle de certains artistes, mais enfin il y a des artistes comme, je prends un exemple d'un artiste jeune, Berline de Brucker, qui fait des corps en cire assez étonnant, assez fort, qui se réfère également au Memento Mori du XVIIe siècle, au squelette. C'est très perturbant. C'est quelqu'un qui regarde, qui est né en 64, donc qui est très jeune. C'est vraiment de l'art contemporain. C'est extrêmement puissant. Et on pourrait très bien imaginer ça dans une exposition confrontée à des artistes plus anciens. Le tout est de savoir comment on le fait. Est-ce qu'on le fait pour se mettre en valeur? Est-ce qu'on le fait pour provoquer? Et si on provoque, on sait qu'on va faire le scandale et donc ça va faire monter les cotes. On le sait. Donc voilà. Donc il y a juxtaposition avec quand même l'arrière-pensée de faire monter la cote. Ce sont des opérations de marketing. Qui décide d'exposer ces artistes? Parce qu'à partir du moment où on décide d'exposer ces artistes, effectivement, la cote, elle monte. Donc c'est plus le pouvoir qui subventionne l'art, c'est le capitalisme qui fait que tel artiste va être... Parce que vous parlez d'art contemporain, il faut apprendre aux jeunes ce que c'est que l'art contemporain.
Mais qui décide que c'est ça l'art contemporain? On le saura dans 100 ans ce que c'était que l'art contemporain. Surtout que l'avant-garde aujourd'hui, c'est quand même ce qu'il y a de plus pompier. C'est-à-dire, à partir du moment où l'avant-garde, elle est déjà exposée dans les musées, comment on peut... Enfin, c'est pile poil ce qu'il y a de plus... Les idées de l'avant-garde remontent aux années 60. C'est-à-dire que c'est devenu de l'arrière-garde, parce qu'on est toujours sur l'art du concept, de l'idée et de l'art contre, etc. Ça pouvait être moderne dans les années 60, parce qu'en fait, il y a eu l'art moderne, l'art contemporain et l'avant-garde. L'avant-garde, c'est déjà les années 60. C'est comme le rock'n'roll et les boîtes de nuit. Ça fait 40 ou 50 ans que c'est les mêmes gestuels, les mêmes idées, et, et comme avant c'était un art de l'idée qui était basé sur la nouveauté. Quand il y a une idée qui n'est pas nouvelle, il n'y a rien, il n'y a pas d'œuvre, parce qu'en plus il n'y a pas de savoir-faire derrière. C'est ça le problème. Donc quand il n'y a ni idée, ni nouveauté, ni savoir-faire... Depuis Marcel Duchamp qui prend une roue de bicyclette c'était le premier sur un socle. On ne redécouvre pas l'Amérique 2 fois et on ne tue pas le père 2 fois. Une fois qu'on a tué le père et qu'on a découvert l'Amérique, passez muscade. On ne peut pas refaire Marcel Duchamp tout le temps non plus. C'est vrai que par exemple Bertrand Lavier qui met un coffre-fort sur un frigidaire, c'est du ready-made. Il refait Marcel Duchamp 80 ans après. Le pain. Donc il y avait... Oui, le pain, voilà. Il y avait un concept en plus. Non mais le problème effectivement c'est que... C'est un objet ready-made peint qui ressemble donc à de la peinture parce qu'il met de la matière peinte dessus. Alors vous êtes pour ou vous êtes contre? Parce que là je comprends. Non mais il y a des moments où c'est intelligent et brillant et des moments en plus où c'est de la merde. Et moi qui connais en plus très bien la question, je peux de temps en temps trouver James Coons c'est très malin. Le problème c'est que malin ça veut pas dire génial. Et puis il y en a où c'est carrément minable. C'est ça le problème. Et aujourd'hui c'est quand même pas grand chose. Transition vers le deuxième point. Comment se fait-il? Là on a des personnes qui s'y connaissent, compétentes et on a des avis très différents. Comment se fait-il que la moindre réserve sur l'art contemporain vous vaut d'être traité de réactionnaire et parfois pire, de fasciste? J'en sais quelque chose et mon ami Jean-Philippe Domecq le sait encore mieux que moi. Réactionnaire par des conservateurs, puisqu'elle l'a dit, c'est des conservateurs qui choisissent. Non mais comment se fait-il qu'en France, on peut tout critiquer, que les guignols brocardent les politiques soir après soir et que dans l'art contemporain, ça ne soit que des vaches sacrées? Écoutez, loin de moi l'idée d'aller traiter de réactionnaire quelqu'un qui émet après tout une opinion qui lui est propre et dont il a tout à fait le droit de l'émettre. Jean-Clair en prend la gueule depuis 30 ans. Jean-Clair Domecq. Non, ce n'est pas un réactionnaire, c'est tout au plus un inculte. Voilà. Non, mais ça, justement, c'est pas ne vrai. pas aimer, ne pas apprécier, c'est être un ne pas aimer, mais ne pas comprendre. C'est devenu l'inverse aujourd'hui, malheureusement. C'est quand on a une certaine culture de l'histoire de l'art, ça devient difficile de gober les conneries qu'il y avait à Versailles. Alors moi, je trouve ça rigolo pour les enfants. Ça ressemble un peu au truc qu'il y a au McDonald's, là, pour que les enfants jouent pendant qu'on passe la commande. Mais c'est pas tellement au-dessus. Et moi, à la limite, il n'y a pas besoin de s'énerver. Là, je voyais le mec devant, c'est un scandale, on attaque la République. Non. C'est-à-dire que c'est pas grand-chose, c'est de l'animation culturelle de masse, sponsorisée. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'art là-dedans, si l'art existe encore. Et le problème, c'est qu'on arrive à une catégorie épuisée qui n'a plus rien à dire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut bien occuper un vide. Non, mais rien à dire, mais beaucoup à vendre. Oui, parce que aussi le scandale en période de crise et par rapport aux gens qui vont voir. Parce que moi, ce qui me gêne, c'est le prix. Parce que quand on colle des médicaments sur un tableau, le mec, il a une idée. De toute façon, c'est l'art de l'idée. Savez-vous que c'est l'offre et la demande en salle des ventes qui établit un prix? Que peut-on faire contre les bras qui se lèvent quand un commissaire-priseur vend un lapin, par exemple? L'offre et la demande, il y a aussi beaucoup de commandes de l'État qui quand même subventionnent une partie d'un art officiel. Les fracs, on sait bien, ils achètent les artistes et ils ne se posent pas vraiment la question. Ils arrivent à... Ce ne sont pas les fracs qui font le marché. Non, ils ne font pas le marché. Il y a aussi Saatchi, il y a aussi les grands collectionneurs. Il y a surtout les salles des ventes. De moins en moins. Les artistes contemporains, sauf Damien Hirst qui récemment a vendu une grande partie directement celle des ventes, ce qui était quand même assez nouveau. Les artistes contemporains, ils vendent par l'intermédiaire de galeries. J'ai une vraie idée. Alain Soral et ensuite Mazarine. J'ai une vraie idée, c'est qu'en fait, il y a une corrélation totale entre le capitalisme financier et l'art contemporain sur le plan du prix et du contenu. C'est qu'en fait, on achète très cher des non-œuvres avec de l'argent qui n'existe pas. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est-à-dire que le capitalisme financier produit du profit sur le profit, qui est du faux argent qui ne vient pas du travail ni d'aucune valeur ajoutée concrète, et ce non-argent très massif, finalement, se convertit en de la merde artistique, ce qui veut dire qu'en fait on a du rien qui se transforme en rien. Et pour moi il y a la psychanalyse de Pinault là-dedans. C'est le propre de la spéculation. Non, parce que quand on achète de la vieille pierre, on a de la vieille pierre, quand on achète de l'or, on a de l'or, mais en fait finalement il y a des millions d'euros fictifs, on l'a bien vu avec la crise des montages financiers délirants qui sont totalement des abstractions, qui finalement à un moment donné se convertissent en une autre abstraction vide qui est une œuvre d'art. Et là quelque part il y a le vrai message sur l'époque. Il y a une connexion du rien au rien, et du rien immoral et obscène au rien immoral et obscène, de la finance mondialisée et de cet art inexistant. Voilà, ce sont deux vides qui se... les vides sont en miroir, ce sont deux vides en miroir. Mais ultra fascistes. Tout vaut tout et réciproquement. Mais Mazarine,
La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que peut devenir l'art aujourd'hui, puisque l'art est forcément aussi tributaire de l'économie, de l'état de la société. Et depuis la société industrialisée, depuis que l'œuvre est devenue un produit, qu'est-ce qu'on peut faire, à part justement une sorte de... On peut continuer à exercer son sens critique. Moi, je propose ça très simplement. Non, mais par exemple... Si c'est encore permis. Il y a une autre question à se poser, c'est quoi cette histoire de lapin? Par exemple, Jeff Koons. Vous avez dit. Les lapins de Jeff Koons. Flanagan ce sont des œuvres. Je croyais qu'on avait vendu un lapin. Ou alors Flanagan. En papier. Voilà, Nicolas, le lapin. Non, ce sont des œuvres. Non, mais ensuite, qui représentent. Faut pas tout généraliser non plus. On n'a pas généralisé, on a pris 3 exemples très précis. Il faut voir qu'il y a quand même une inversion des valeurs, c'est-à-dire que n'importe quel artiste récent, 45 ans, il va faire des œuvres très médiatisées, ça va devenir plus cher que Poussin, que Rubin. C'est vrai, hein, ça se vend, c'est quand même inquiétant, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de recul par rapport à ça. Il y a des artistes, enfin, ces artistes-là, est-ce que dans 20 ans, 30 ans, on les regardera encore, on pensera que c'est quand même, ça vaudra toujours un petit peu, parce qu'on se rappellera que ça a été des artistes très célébrés à leur époque. Mais quand même, quand on voit qu'un tableau de Poussin va se vendre 15-20 millions d'euros, ce qui est quand même beaucoup, mais Poussin, c'est Poussin, et qu'un Jeff Koons peut aller jusqu'à... Ou Damien Hirst, qui a quand même son crâne dont on parle, là, pour la gloire de Dieu, ça s'appelle, un crâne donc en platine moulée, où on met je ne juge pas l'œuvre, hein, mais simplement, il l'a à peine faite que déjà, il dit on l'a vendu 65, on la vend 65 millions d'euros, et en fait, on s'aperçoit après qu'il l'a acheté, il l'a fait acheter par un groupe d'investisseurs, et qu'en fait, il l'a pas vendu, il était dans les investisseurs qui l'achètent. Donc on fait la cote, on fait la cote. Donc là, la cote n'est pas faite ni par un marchand. Comme ça, un investisseur, il achète. Pourquoi il n'achèterait pas? C'est lui-même qui achète son œuvre, ça pose problème, ça veut dire qu'il fait sa cote. Mais les bijoux du crâne ne viennent pas d'un pays en guerre, voilà, donc la morale est sauve. Voilà, tout va bien. C'est un grand moment d'art contemporain, en général, c'est la synthèse de Nicolas Rey. Ouais. La question était, l'art contemporain se fout-il de nous? Je crois que la réponse, on l'a depuis le début des années 70. Donc, il y a 2 phrases qui me reviennent souvent, c'est mon fils de 3 ans et demi peut faire la même chose. Ah oui, alors là, je l'ai entendu. Alors, j'ai un ami qui a un fils de 3 ans et demi. J'ai essayé de lui faire un homard, ça n'a pas marché du tout. C'est cool. Il n'a pas... Incapable. Je dis, putain... Ça, c'est le discours des années 30 sur Picasso. Hein. Et très loin de ça. Deuxième truc, ça coûte c'est hors de prix. C'est hors de prix. Bon, un joueur de foot aussi, c'est hors de prix. Mais bon, pas. 3e truc, je crois que là, c'est plus important, c'est-à-dire que... Et là, je vous rejoins, vous, jeune femme en rouge et noir. Et vous savez que même ses mains sont rouges et noires. Et mes ongles de pied aussi. Et son portable, qui a sonné tout à l'heure, était en rouge et noir. Enfin, ça avance une digression, qu'importe. Et là, je rejoins Alain. C'est-à-dire que, pour moi, là, je vais être un peu plus sérieux. Lévi-Strauss disait, le barbare, c'est celui qui croit en la barbarie. Et en fait, c'est ça l'art contemporain. On se dit, oui, c'est barbare, ça se fout de nous. Mais c'est parce que, en fait, on comprend pas totalement. Et si on fait un effort, par exemple Soral, on dit c'est un barbare. Moi, je le connais un peu. Moi, je suis un vrai artiste contemporain, c'est autre chose. Ah, mais t'es un barbare aussi. Je fais de la performance d'un autre niveau, pour ceux qui connaissent ce que je fais. Et s'il te plaît, c'est mon moment de synthèse, normalement, je vais parler. Et donc, du coup, pour reprendre l'exemple de Soral, tu vois, le barbare, en fait, si on commence à le comprendre, à le connaître un peu. Moi, je me souviens, toi, découpant une pomme avec ton Opinel, en fait, il est un peu moins barbare. On finit par l'aimer. Et c'est de l'art contemporain un peu, Soral. Ah oui, je revendique. Voilà, et c'était ma chute. Belle conclusion. Bravo. Belle conclusion, très ouvert. Ça m'a beaucoup plu. Merci, madame. Je ne sais pas, mademoiselle. Bon. Ça finit un peu toujours comme ça. On est dans le contemporain, puis ça finit sur des choses assez classiques avec Nicolas. Merci pour ces échanges. On montre le journal. Oui, ils vont rester avec nous, mais... Ah oui, voilà. C'est de l'art contemporain aussi. Voilà, Flash. Alors, c'est le journal qui sort tous les 15 jours, journal gentil, intelligent auquel vous collaborez. Vous êtes le collaborateur très spécial, c'est ça? Conseiller très spécial de la rédaction. Conseiller très spécial. Et on déboulonne un peu les icônes, justement. Alors, vous restez avec nous parce que quand elle entend le mot culture, elle sort son journal. C'est le journal de la culture de Valérie Amaro.